Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape de la Volta. Alors vous l'avez bien compris, on va pas parler du sportif dans cette vidéo. On va plutôt faire un bilan au niveau politique, au niveau extra-sportif dans cette vidéo, parce qu'au bout d'un moment en fait on est obligé de le faire. Ça me plaît pas, mais on est obligé de le faire sur la situation, sur tout ce qui s'est passé durant ces 3 semaines de course et sur le comportement à la fois des politiques, à la fois des organisateurs, à la fois d'Israël Première Tech, à la fois de l'UCI, à la fois des perdants dans cette histoire. Et il n'y a pas de gagnants dans cette histoire, il n'y a que des perdants au final et on essayera. Et je vais essayer de détailler tout ça et j'espère que vous comprendrez tout le fond de ma pensée. Et ça, c'est ça surtout le plus important. Je précise, j'enregistre, je suis passé sous Windows 11. Bon, alors là, j'ai juste eu un premier enregistrement foiré d'une minute parce que le micro ne marchait pas. C'était mal branché, voilà. Mais en gros, ça s'est plutôt bien passé, ma transition sur Windows 11, sur l'ordinateur. Ça m'a pris, on va dire, une grosse après-midi. En fait, c'est pas la transition vers Windows 11 qui a été le compliqué. Ce qui a été le plus compliqué, c'est que déjà, dans un premier temps, j'ai mis 3 plombs à trouver comment faire une image système de l'ordi, c'est-à-dire ce qui permet de sauvegarder intégralement l'ordi dans son entièreté au cas où il y avait un problème. Donc ça a pris 3 plombs parce que c'est bien caché. Et deuxièmement, pendant 40 minutes, j'avais pas d'internet. Il y a eu un problème entre la box et c'était pas un souci de ligne, c'est la box. Je sais pas, la box a déconné pendant 40 minutes. Donc, le temps de faire tout ça, ça m'a pris une après-midi. Voilà. Normalement, j'avais le faire aujourd'hui, puis j'ai décidé d'avancer. Par rapport à l'étape de la Volta qui m'a bien énervé, par rapport au communiqué de l'UCI qui m'a bien énervé aussi sur certains points, voilà. Donc pour diminuer mon taux de tension, j'ai décidé de faire cette vidéo en ce mardi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, eh bien, ce que vous avez pensé de cette dernière étape. Est-ce qu'on aurait dû la faire? Est-ce qu'on n'aurait pas dû la faire? Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. On parlera notamment Montréal et Grand Prix de Fourmi. On va faire un lot groupé et puis on fera un point sur le classement, le maintien également. Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou si ça sera demain. Je vais enregistrer les vidéos aujourd'hui, mais peut-être que voilà, ça sera uploadé pour demain, pour pas qu'il y ait trop de vidéos aujourd'hui pour la vidéo du maintien. On commence tout de suite. Et bien entendu, il y aura un bilan de la Vuelta qui arrivera dans la semaine. Un bilan, un conseil de classe voilà, de la Vuelta, un bilan complet de la course au niveau des équipes. On commence tout de suite avec cette vidéo. Donc vous avez vu cette dernière étape qui a dû être annulée après une 50aine de kilomètres de course, juste après l'entrée dans Madrid. On a dû faire même pas une dizaine de kilomètres dans Madrid. Il y a eu déjà un premier problème avec des activistes qui sont rentrés sur la route avec une banderole et qui ont coupé le peloton en deux. Déjà, ça faisait 1 km, 2 km que la voiture de direction, la voiture Skoda, était vraiment devant le peloton et bloquait, on va dire, un petit peu le rythme du peloton. Et puis ensuite, on a vu les images de toute manière du circuit d'arrivée où les activistes avaient décidé de balancer les barrières. Donc il y a eu des discussions entre la direction de course et de coureurs et également la police. Mais en gros, on ne pouvait pas accéder au circuit, on ne pouvait pas faire cette dernière étape. Donc il a été décidé d'abandonner l'idée de faire l'étape, d'abandonner aussi l'idée de faire les podiums. Alors bien entendu, vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux de podium fait, on va dire, un petit peu à la va-vite. Ça ressemblait un petit peu à une kermesse de village, avec des glacières sur le parking d'un hôtel, avec une bâche avec les sponsors rajoutée un petit peu à la dernière minute. Pour Vingegaard, Pedersen, Ricciardo et d'autres coureurs qui avaient des maillots distinctifs ou qui avaient remporté des prix sur ce Tour d'Espagne. Alors aujourd'hui, après 2 jours, parce que j'ai pas voulu réagir à chaud, j'ai voulu prendre un petit peu le temps, même si la colère est toujours là, parce que je me dis que ce soir il y a surtout, après cette étape, surtout des perdants, en fait. Que ça soit le cyclisme, que ça soit, on va dire, le sport et la politique,
que ça soit l'organisateur, l'Espagne, le peuple espagnol également, que ça soit Israël, que ça soit la Palestine, il n'y a pas de gagnant ce soir. On va revenir là-dessus en détail. Et puis, bien entendu, que faire pour le futur avec Israël Première Tech et les courses en Espagne? Il va falloir véritablement se creuser la tête parce que nous sommes dans une impasse. Le premier perdant, le cyclisme, en général. Pourquoi le perdant en premier, c'est le cyclisme en général? Parce qu'on a une course qui a été dénaturée. On a une course qui a été dénaturée parce que sur les 3 semaines, on a vu quand même entre les 15 secondes enlevées à Israël Première Tech dans le contre-la-montre par équipe. En réalité, est-ce que c'était 15 secondes, 20 secondes, 10 secondes? C'est difficile à dire. Ce jour-là, entre les étapes où Félix Gall aurait peut-être pu sortir du top 10, par exemple, après l'étape de mardi, les arrêts de course, le contre-la-montre qui a été raccourci, ça a forcément modifié la course parce que peut-être que si on n'avait pas eu tous ces problèmes d'organisation, vendredi on aurait peut-être pu avoir une échappée, sauf qu'on n'a vraiment eu aucune chance d'avoir une échappée parce que les sprinters savaient que dimanche, ils pourraient peut-être pas courir. Donc ils voulaient aller chercher une dernière victoire d'étape, ce qui a changé totalement le scénario de la course. On n'a vraiment eu aucune chance pour les échapper sur ces étapes-là. On a eu une course dénaturée, notamment en 3e semaine. On a une course vraiment qui a été dénaturée parce que même le contre-la-montre, Bruno Armirail disait à certains endroits ça a été chaud pour lui. Donc peut-être que d'autres coureurs se sont retrouvés gênés par des activistes ou par des manifestants. Donc là, ça a été un problème. Bien entendu, la course a été dénaturée. La course a été dénaturée aussi parce que ça n'a pas été une fête. Normalement, une course de cyclisme, c'est une fête. C'est une fête. Voilà. La dernière étape est encore plus une fête, sauf qu'on le savait dès le matin. Hein, je vous l'avais dit lors de la présentation de la course que ça ne serait pas une fête. On savait que ça ne serait pas une fête. On savait déjà qu'il y avait peu de chances que ça aille au bout, mais on savait que ça ne serait pas une fête. Même si on avait eu les podiums à l'arrivée. Encore plus avec un coureur d'Israël Première Tech qui avait un maillot blanc. On n'a pas eu la fête attendue. Comme je le disais il y a quelques jours, l'ambiance autour de ce Tour d'Espagne m'a beaucoup fait penser à Paris-Nice 2020. Pour des raisons totalement différentes, mais sur le côté où on parle plus de l'extra-sportif que du sportif. En fait, la course devient secondaire. C'est-à-dire que la course n'est plus l'intérêt principal de l'événement. Presque. L'intérêt principal, c'est de savoir est-ce que ça ira au bout, que va-t-il se passer, est-ce qu'il va y avoir des blessés, est-ce qu'il va y avoir des gros soucis. Mais en gros, il n'y a plus d'intérêt à la course. On ne suit plus la course. Et ça, c'est triste. C'est triste. Donc c'est vrai que ça a été le vrai problème de la situation. Donc voilà, le cyclisme a perdu parce qu'on ne s'intéressait plus au sport, en gros, depuis déjà une semaine. Je pense que le tournant, ça a été l'étape 16. Pour moi, ça a été l'étape 16. Le lendemain de la journée de repos, on s'est dit, on n'ira pas au bout, quoi. Et cette dernière étape, ça faisait déjà depuis quelques jours, peut-être l'étape de Bilbao, qui a été le tournant, aussi, peut-être même avant cette étape 16, c'est peut-être l'étape de Bilbao, qui est déjà un premier tournant à ce moment-là. Le perdant, c'est le cyclisme, parce que Vingegaard n'a pas eu de podium. Je pense que, on a vu la tête de Vingegaard, certains ont dit, on pourrait croire que c'est Rasmussen qui a été exclu du Tour de France 2007, mais c'est vrai que quand on voit Vingegaard dans la voiture, moi j'ai beaucoup de peine à ce moment-là pour lui. J'ai beaucoup de peine parce que je me dis, il peut pas célébrer sa victoire. Il peut pas célébrer sa victoire parce que, bon voilà, il a eu son petit truc avec ses équipiers, mais vous savez, le fameux passage sur la ligne d'arrivée avec les équipiers, le champagne, la célébration sur le podium, tout ça il ne l'a pas eu. Alors oui, il y a ce podium d'arrivée, mais qui est un lot de consolation, ce podium sur l'autel.
c'est quand même pas le charme d'être au milieu de Madrid avec le public, avec sa femme, avec voilà tout ça. Et puis à ce moment-là, du côté de Vingegaard, on l'a vu, hein, téléphoner. Alors, est-ce qu'il a reçu un appel du roi du Danemark ou du Premier ministre danois, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il a reçu un appel de sa femme, qui était peut-être de l'autre côté, du côté de Madrid, et lui, il n'avait pas d'informations à ce moment-là pour le rassurer. Parce que peut-être aussi que voilà, il était assez inquiet. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu, c'est quand même marrant. C'est vraiment un cyclotourisme dimanche, Vingegaard, avec le petit billet de 10 calé dans la coque du téléphone portable. C'est le seul truc qui m'a fait marrer de la soirée, très clairement. C'est ce petit billet de 10 sur la coque du téléphone portable, vous savez, pour boire un café. Il paye en billet de 10, il paye pas en pièce de 2, Vingegaard. On voit qu'il a réussi dans la vie, mais voilà, c'est ça qui m'a fait marrer. Pedersen aussi, hein, en passant, hein, je parle de Vingegaard, mais Pedersen aussi. Tous les coureurs qui n'ont pas pu accéder au podium de cette dernière étape et qui n'ont pas pu se battre pour le sprint aussi, parce que Philipsen, Pedersen et même d'autres coureurs qui auraient peut-être pu surprendre sur cette dernière étape. Comme je le disais, donc une course dénaturée. On n'a pas parlé de sport pendant 3 semaines. Ça a été très compliqué de parler de sport. Ça a été même très compliqué de suivre la course, hein. Je le dis très franchement, hein, je vous l'avais dit, après l'étape 16, moi j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à suivre la course. Parce que voilà, encore une fois, tu savais jamais si ça allait au bout, et que moi la fête avait disparu. Quand je regarde du cyclisme, je vais voir une fête. Sur le bord de la route. Alors c'est vrai qu'on a des courses parfois ou en Arabie Saoudite ou l'UAE Tour où on va dire qu'il n'y a pas grand monde sur le bord de la route. C'est vrai que je l'avais dit aussi au moment de la Covid, ça m'avait pas forcément marqué, mais les premières courses en 2020 quand on n'a pas de public, ça m'avait pas forcément marqué le fait qu'il n'y ait pas de public, ça me gênait à l'époque. Et puis en fait c'est quand il y a eu le Tour du Pays Basque en 2021 où là je me suis dit ah oui, putain, le public me manquait. Si, le public me manquait pour poursuivre les courses. J'avais dit que c'était important, mais encore une fois, on n'a pas parlé de sport. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que les instances ont été extrêmement silencieuses, hein. L'UCI attend quand même 3 semaines quasiment. Enfin, ils ont fait 2 communiqués sur les 3 semaines. Ils ont fait un communiqué après le contre-la-montre par équipe. Et ensuite, ils ont attendu 3 semaines, quoi. Ils ont attendu 3 semaines. Les organisateurs étaient dans une panade, pas possible, sans que ça soit de leur faute. Parce qu'encore une fois, ASO s'est retrouvé dans cette situation-là, ne pouvant pas exclure Israël Premier Tech. Je rappelle que Israël Premier Tech est une équipe de 2e division, certes, mais qui était invitée d'office suite à ses résultats de l'année d'avant. Donc on ne pouvait pas l'exclure. Depuis l'incident du Pro Tour avec Astana, de l'année, donc je crois que c'est 2008, de tête, parce que moi j'ai Pro Cycling Manager 2008 et je crois que c'est marqué SIA Top Tour, il y a un truc comme ça pour remplacer le Pro Tour, sur ce Pro Cycling Manager là, de base, parce que c'est un peu le bordel, mais ça a été compliqué parce qu'on a eu des instances qui ont... ASO aurait aimé avoir du soutien et aurait aimé avoir le président de l'UCI qui soit présent. J'ai plus vu le prince Albert de Monaco ces derniers temps sur des courses de cyclisme que David Lapartien. Et ça c'est terrible. Ils avaient besoin de soutien, les organisateurs. Fernando Escartin notamment, qui gère pour ASO, on va dire, la Volta. Mais ils avaient besoin de soutien. Le soutien n'est jamais arrivé. Les coureurs aussi avaient besoin de soutien. On n'a pas entendu Adam Hansen pendant 3 semaines. Alors Adam Hansen, quand il faut taper sur les organisateurs, là il y a du monde. Par contre, quand il faut là aussi soutenir un organisateur, mais soutenir des coureurs qui se retrouvent, pour certains, à abandonner la course à cause d'une chute provoquée par ces incidents, autour d'Israël Premier Tech, parce que certains l'ont oublié, mais il y a quand même un coureur qui a abandonné et un autre qui est tombé à cause d'une matraque, il semblerait, qui était sur la route. Donc à cause de ces incidents ont eu un impact sur la santé des coureurs. On aurait aimé
à ce moment-là, avoir un Adam Hansen qui parle, qui discute, qui fasse un communiqué. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu un silence de la part des instances, un silence aussi du CIO. Au bout d'un moment, on aurait bien aimé le cyclisme. L'UCI fait partie des fédérations sportives affiliées au CIO. On aurait aimé au bout d'un moment que le CIO fasse au moins un communiqué. Les organisateurs se sont retrouvés face à un problème abyssal qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du cyclisme et à devoir le gérer seul. C'est quand même terrible. Et un problème qui n'était pas de leur ressort. Et là, ce qui a été terrible pour les organisateurs, c'est qu'à la fois ils ont été lâchés, enfin ils n'ont pas été accompagnés par l'UCI, et ils ont été complètement lâchés par le gouvernement espagnol. Ça a été terrible pour les organisateurs pendant 3 semaines. Il faut le dire. Et puis je voulais aussi souligner Arkea, parce que je parlais de Vingegaard, Pedersen qui n'ont pas eu de podium, mais Arkea, c'était peut-être la dernière étape sur un grand tour d'Arkea, et ça se finit de cette manière-là. En eau de boudin, ça se finit aussi en eau de boudin pour tous les coureurs qui ont fini cette course, parce que c'est toujours dur un grand tour. C'est 3 semaines, c'est plus de 3000 bornes, c'est pas anodin comme effort physique. Et on aime bien célébrer. On n'a pas pu avoir ça pour les coureurs. Et je pense que du côté des coureurs, il y en a certains qui vont être contents de partir en vacances après cette Vuelta. Vraiment pour se nettoyer la tête un petit peu de tout ce qui s'est passé, parce que ça n'a pas été forcément facile pour eux. Également. On va parler de d'autres sujets dans quelques instants, mais on va continuer avec le sport et la politique. Sport et politique. C'est intéressant comme sujet. Parce que dans le communiqué de l'UCI, vous pouvez le retrouver même sur le site de l'UCI, hein, si vous tapez communiqué Vuelta, vous le trouvez sur Google facilement. On nous dit la politique et le sport n'ont rien à voir, en gros, qu'il ne faut pas lier à la fois le sport et la politique, ce qui a été le cas pendant ces 3 semaines de course. Alors moi je veux bien, monsieur Lapartien, je veux bien qu'on ne dit pas sport et politique, mais dans ce cas-là, il faut interdire les équipes État. Or, aujourd'hui, à partir du moment où tu as des équipes comme Astana à l'époque, comme aujourd'hui UAE, Bahreïn, Israël, tu sais très bien qu'il y aura des soucis, qu'il y a la possibilité d'avoir un souci à un moment donné. Là, ça tombe sur Israël, mais imaginons, UAE aurait déclaré la guerre à je ne sais pas quel pays. Ça aurait été un problème aussi. Ça pendait au nez du cyclisme depuis des années. Ça pendait au nez qu'il y a un problème comme ça qui arrive. Parce que, contrairement à d'autres sports, par exemple aujourd'hui l'Atlético Madrid, je crois, est financé par Bahreïn. Vous avez d'autres équipes, enfin le PSG avec le Qatar, par exemple. Mais c'est pas le nom de l'équipe. C'est pas le Qatar Saint-Germain, ça reste le Paris Saint-Germain. C'est du financement certes, mais qui est un petit peu dissimulé, on va dire. Dans le cyclisme, c'est pas dissimulé, c'est le nom de l'équipe. C'est le naming de l'équipe qui est lié à un pays. On savait que ça pendait au nez du cyclisme. En plus, étant donné les pays qui décident de s'associer à des équipes cyclistes, parce que je veux bien qu'on s'attaque à Israël, mais bon, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, et le Kazakhstan avec Astana, même si maintenant c'est un peu moins lié, mais vous avez XDS avec la Chine, potentiellement, mais Astana, avant, quand c'était vraiment lié au Kazakhstan, il y a quelques années, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit les pays des droits de l'homme. Toutes ces nations-là. Bon, à l'époque, ça ne gênait personne. Hein, je me souviens. Et UAE a failli être une équipe chinoise à une époque. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Lamprey avait au départ vendu à des Chinois, sauf que ça ne s'était pas fait. C'est UAE qui a récupéré derrière la Lamprey. Ça remonte à 2016-2017, cette affaire-là.
Mais on savait que ça pendait au nez du cyclisme. Plus que sur d'autres sports. Faire croire que sport et politique, ça n'existe pas, c'est complètement, alors, soit naïf de la part de David Lapartien, soit il nous prend pour des jambons, pour le dire gentiment. Parce qu'il y a forcément sport et politique à partir du moment où, comme je le dis, la politique est partout. La politique est partout. Aujourd'hui, la politique, elle gère la culture. Aujourd'hui, la politique gère aussi un petit peu les sciences, parce que quand on décide de donner des moyens à telle ou telle recherche scientifique, ou comme Donald Trump en ce moment, on décide de couper dans certaines finances pour des recherches scientifiques, on joue sur les sciences et potentiellement sur la possibilité d'avoir des progrès ou non dans certains domaines. La politique est partout. C'est pour ça que ça me fait toujours marrant et les gens qui disent ah, « je ne m'intéresse pas à la politique ». Bah, c'est-à-dire que tu ne t'intéresses pas à la vie en général. Parce qu'en gros, la politique nous touche tous à un moment donné. Voilà. Donc, nous dire que ça n'existe pas la politique et le sport, soit il est naïf, soit il nous prend pour des cons. Je dirais qu'il nous prend pour des cons parce que David Lapartien a présidé le CNOSF au moment des Jeux Olympiques de Paris 2024. On sait très bien que les Jeux Olympiques de Paris 2024 étaient éminemment politiques. D'un côté, Anne Hidalgo, qui voulait montrer aux autres politiques et aux autres grandes villes de France, qu'elle était capable d'organiser un grand événement, et notamment à Valérie Pécresse. Il y avait une sorte de guerre de clochers entre les deux. Mais aussi Emmanuel Macron. Si les Jeux Olympiques de Paris 2024 avaient été un échec total, que ça soit d'un point de vue sécuritaire, ou d'un point de vue sportif, ou d'un point de vue... voilà, les Jeux Olympiques Paralympiques, imaginons, c'est un échec complet. On n'a aucune médaille chez les Paralympiques, et on se retrouve à avoir plein de sports où c'est un bordel monstre, et où il y a un attentat qui fait 40 morts dans la cérémonie d'ouverture. Ça aurait été un vrai problème pour Emmanuel Macron et pour l'image de la France. Donc c'est éminemment politique. Ça a toujours été le cas. Organiser des grands événements sportifs. L'Espagne qui organise avec le Maroc et le Portugal la Coupe du Monde 2030, c'est pour montrer que, tiens, le Maroc est capable de s'entendre avec des pays européens, s'ouvre au monde, voilà, on va dire ça d'un point de vue économique, et est capable d'organiser des grands événements. Le Maroc a misé sur le football depuis quelques années. Voilà, comme l'Érythrée a misé sur le cyclisme depuis quelques années déjà. C'est éminemment politique. L'Érythrée qui vise le cyclisme, bah c'est pour, on va dire, se faire connaître. Par rapport aux pays voisins, on va dire, qui prenaient beaucoup de place, qui sont souvent très présents en athlétisme notamment. Donc c'est pas anodin, ce sont des choix politiques. Quand nous, on décide de mettre de l'argent sur la Boccia en 2016 alors qu'on est nul à chier, ou qu'on décide de tout faire pour que le Cécifoot arrête ses guerres de clochers en 2016, c'est parce qu'on veut avoir des médailles en 2024. Parce qu'on ne veut pas être ridicule en 2024. Ce sont des choix. Avant, on parlait de 2024, on n'avait jamais mis autant d'argent dans le sport, ce qui a depuis bien disparu, notamment au niveau des nouveaux budgets. Mais parce que c'était un choix sportif, mais un choix politique surtout. Montrer qu'on est fort, ça a toujours été ça. Ça commence depuis très longtemps. Pourquoi Adolf Hitler avait absolument pas aimé que J.C. Owens gagne lors des Jeux de 36? Parce que normalement, les Jeux de 36, c'était pour démontrer la puissance de l'Allemagne et la puissance des théories d'Adolf Hitler par le sport. Ah, sauf que ce jour-là, ça tombe à l'eau. Pourquoi on a inventé la patrouille militaire qui est l'ancêtre du biathlon en 1936? C'était pour démontrer la puissance militaire, mais également sportive de l'Allemagne, dans un grand événement international. Pourquoi les Jeux de 36 ont été les premiers à être très médiatisés dans le monde? Parce que c'était une idée de Goebbels, de montrer à tout le monde la puissance du Troisième Reich à l'international grâce au sport. Et de faire peur à ceux qui voudraient s'en prendre à l'Allemagne. Ça a toujours été là-dedans. Le sport et la politique ont souvent été liés. Malheureusement. Mais croire que ça n'existe pas,
c'est complètement con. Et faire un communiqué en faisant tout un paragraphe là-dessus, c'est complètement stupide de la part de l'UCI. Surtout quand on connaît David Lapartien. Déjà, la dernière fois, je me suis dit un truc. Alors, pourquoi quand on connaît David Lapartien? Parce que David Lapartien, c'est quand même le politicard sportif de l'histoire. C'est-à-dire que le mec est quand même... Bon, est passé commissaire, mais en gros, son objectif, c'était de diriger une fédération sportive ou d'être politique. Bon, il a réussi à faire les deux, parce qu'il a été à la fois député, à la fois membre du conseil départemental du Morbihan, à la fois président du CNOSF, à la place de Madame Henriquez, pardon, et à la fois président de l'UCI. Il a toujours lié politique et sport, David Lapartien. Sa carrière est fondée là-dessus. Et je me disais ça la dernière fois parce que j'ai réfléchi 10 secondes et je me suis dit, mais en fait, on a eu un énorme conflit d'intérêts à une époque avec David Lapartien. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu Jérôme Pinault et BNB Hotel, ça a été une catastrophe financière, hein, encore une fois, l'équipe qui voulait grandir. J'avais vu tout un reportage du Télégramme, je crois que c'était Ravito, et notamment le conseil départemental du Morbihan, qui disait on a donné de l'argent à l'équipe. Mais c'est-à-dire qu'en partie, David Lapartien finançait une équipe de cyclisme, alors qu'il était président de l'UCI. Il y avait un petit conflit d'intérêts quand même là-dessus. Ça m'avait jamais sauté à l'esprit jusqu'à ce que j'y repense, voilà, une vie comme ça, dans cette situation-là. Mais... encore une fois, ce problème-là, sport et politique, ce problème des équipes État, c'est un problème que l'on aurait pu avoir avant également. On aurait pu l'avoir il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé lors d'une présentation d'Astana, une année, je crois, d'équipe. On avait eu un mouvement social de grande ampleur au Kazakhstan. Un mouvement social qui a été réprimé violemment par la police. Et qui a même été réprimé en fait par Vladimir Poutine parce que au bout d'un moment le président kazakh n'arrivait pas à s'en sortir avec ses manifestants. Ils avaient beau mettre des bombes lacrymogènes et tout ça, ça n'arrivait pas à fonctionner. En gros, ils n'arrivaient pas à les faire taire. Et ils se sont dit, bon, il y a un moment, il y a un problème. Et on a joué sur le fait qu'il y avait Baïkonour. Vous savez, c'est là où on envoie tous les équipements spatiaux russes par Baïkonour. Baïkonour est au Kazakhstan. Donc on a joué là-dessus. C'est pour ça que le Kazakhstan n'a jamais critiqué l'invasion en Ukraine des Russes, parce que quelques années auparavant, je crois que c'était l'année même précédente, Vladimir Poutine avait aidé le président kazakh à éviter un gros souci et de sauter. On aurait pu, si cette situation-là sociale s'était étendue pendant de nombreux mois, on aurait pu avoir les mêmes problèmes avec Astana à l'époque. Donc c'est une situation qui nous pendait au nez du côté du cyclisme. Par contre, c'est quand même triste que les règlements n'aient pas été prévus en conséquence. On a attendu que la catastrophe arrive pour se dire « Ah oui, mais là on a un problème ». Or, le règlement aurait dû être prévu en conséquence. On y reviendra sur le règlement et sur la manière peut-être on peut se sortir de cette situation en aménagement le règlement l'an prochain. J'ai réfléchi à ça. Voilà, tout simplement. Le perdant aussi, c'est l'organisateur. C'est l'organisateur. Parce que déjà, l'organisateur, ASO, s'est quand même aperçu que le cyclisme en Espagne et la Vuelta, c'était pas un événement majeur. Parce que Pedro Sanchez, il aurait peut-être pas dit ça si c'était arrivé à un match du Real Madrid ou à un match de Barcelone. Il aurait pas dit « en fait, c'est super ce que vous faites sur le bord des routes, continuez comme ça, foutez le merdier et on s'en fout que la course aille pas à son terme. » En gros, ce qu'il a dit, Pedro Sanchez. 5 heures avant le début de la dernière étape. Il ne l'aurait pas dit, peut-être avec du football. Pourquoi il l'a dit? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que la Vuelta de cyclisme, c'est pas un sport majeur en Espagne. C'est un événement complètement mineur. Ça implique donc que, en gros, la Vuelta ne sera jamais aidée par l'Espagne en cas de gros problème.
Ça doit même inquiéter peut-être d'autres organisateurs de grandes compétitions en Espagne, de se dire, si on se retrouve dans le même merdier, peut-être que le pays nous lâchera. Oui, ça veut dire ça. Et ça veut dire surtout que ASO en fait organise un grand tour qui n'est pas une institution, parce que je pense qu'aucun, même un Jean-Luc Mélenchon, je pense, si c'était arrivé, imaginons sur le Tour de France, je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon aurait dit « Ah, c'est super le merdier que vous faites sur le bord de la route », si ça pouvait porter atteinte au Tour de France. Je pense parce que le Tour de France est une institution en France. Et je pense qu'en Italie, je suis pas sûr que, encore une fois, des gens auraient dit c'est super si le Giro n'était pas allé au bout. Parce que c'est une institution, je pense qu'on aurait essayé coûte que coûte et qu'on aurait mis énormément de sécurité en place, voire qu'on aurait décidé d'interdire de faire la course à huis clos, mais on aurait trouvé des solutions pour éviter ce problème-là. Et je pense que les gens l'ont plus fait aussi, ont moins été gênés de faire ce genre d'action, d'activisme, et n'ont pas défendu la course du côté des supporters, parce que ce n'est pas un événement majeur. Je pense que sur le Tour de France, si des gens avaient essayé de bloquer la route, il y a peut-être des gens qui auraient fait justice par eux-mêmes, pour que le Tour aille jusqu'au bout. Ce qui là n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que c'est un événement mineur. Ce qui permet donc de dire que la Vuelta n'arrivera jamais au niveau des 3 autres grands tours. C'est ça la réalité. La Vuelta sera toujours le petit poucet des 3 grands tours. C'est un peu triste, mais on a la confirmation aujourd'hui. Deuxièmement, le perdant, c'est l'organisateur, parce que toutes les villes tapent. Toutes les villes tapent, que ça soit donc l'arrivée de l'étape numéro 16, bien entendu la ville de Madrid, et d'autres villes qui n'ont pas pu voir la course, elles vont demander des remboursements. Donc, ça va coûter de l'argent à l'organisateur, parce que la course n'est pas allée par ces endroits-là, n'a pas traversé la ville. La réorganisation également de la sécurité sur cette épreuve va avoir un coût pour ASO. Le fait de réaménager des parcours, de reconstruire des étapes, ça a demandé des heures de travail, ça a demandé de la paperasse. Je pense qu'il y en a peut-être moins qu'en France, mais ça a quand même demandé de la paperasse, je pense potentiellement à la préfecture. C'est une situation qui n'est pas bonne pour l'organisateur. C'est-à-dire que le chat est énervé parce qu'il a été chez le veto ce matin, pour tout vous dire. Donc il risque de miauler à un autre moment. Mais la ville-étape, les villes-étapes vont demander des remboursements. La sécurité qui a été modifiée, qui a été renforcée, ça va avoir un coût pour ASO, c'est pas gratuit de ce côté-là. Donc ça va avoir un impact sur les finances, sur les rentrées d'argent. Je ne parle même pas des sponsors. Des sponsors qui n'ont pas été vus, parce que quand on arrête une étape à 8 km de l'arrivée, vous avez des banderoles, la banderole des 5 km, la banderole des 6 km, les affiches sur le bord de la route. Ça, c'est des contrats qui n'ont pas été respectés. Donc potentiellement, ces contrats qui n'ont pas été respectés, eh bien, il va falloir rembourser, ou il va falloir réussir à trouver des accords, parce qu'il va demander du temps, qu'il va demander du travail. Là aussi, ça va être un problème du côté d'ASO. Et puis la télévision, parce qu'on a beau dire, mais vous avez des contrats télé. Le contrat stipule qu'il doit y avoir 21 étapes, 21 jours de course sur un grand tour. À partir du moment où une étape ne va pas à son terme, ce qui est le cas de l'étape 21, qui a été annulée, il faut rembourser les contrats télé dans ce genre de situation. Ça risque de coûter très cher à ASO. Ça risque de coûter très cher, en fait, cette Vuelta à ASO. La Vuelta, on peut le dire, est en danger. On peut parler également des sponsors qui ne vont peut-être pas s'affilier au Tour d'Espagne dans les années à venir. Parce qu'il n'y a pas que des sponsors espagnols sur la Vuelta. Vous avez Cofidis, par exemple, Carrefour aussi. Peut-être que des sponsors étrangers vont se dire « je vais plutôt miser sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, même si ça coûte plus cher, parce que je sais que ces courses-là sont des institutions, donc elles iront à leur terme. Et je préfère plutôt ne pas aller sur la Vuelta, parce qu'au final, je ne sais pas ce que ça va donner la Vuelta,
tout simplement, à l'avenir. Ça va coûter cher aussi pour ASO, au niveau des contrats de ville-étape, parce que vous avez le Grand Tour ASO qui doit partir bientôt de Barcelone. Vous avez également le problème de la Vuelta qui doit se finir du côté de Grande Canarie l'an prochain. Sauf que Grande Canarie a dit, s'il y a Israël, nous, on empêche la course de venir, donc on ne signe pas les contrats. Vous vous démerdez, vous trouvez un autre parcours. Ça va être un vrai problème du côté d'ASO. Est-ce que ces problèmes-là, sur cette Vuelta, vont faire qu'au bout d'un moment, ASO va dire on arrête les courses en Espagne, on revend des courses en Espagne, on décide plutôt de faire des courses aux États-Unis, où en ce moment il y a un marché de disponible, où on décide, je ne sais pas, de reprendre le Tour de Scandinavie pour les filles qui a disparu du calendrier, où on crée une course, je ne sais pas, en Afrique par exemple, une grande course professionnelle en Afrique, parce qu'on se dit là il y a un terreau qui est fertile, et on abandonne l'Espagne. Sauf qu'aujourd'hui, si ASO abandonne la Vuelta, par exemple, je crois que c'est le Tour de Catalogne aussi qui appartient à ASO, qui va racheter ces courses-là? C'est pas l'organisateur du Tour du Pays Basque, il est déjà ric-rac financièrement. Va pas être RCS, parce que pendant la Vuelta, eux, ils ont les semi-classiques italiennes, donc ça serait très compliqué à gérer au niveau organisation. Flanders Classic, je suis pas sûr que ça soit dans leur intérêt grandement de faire la Vuelta, qui en plus n'est pas un événement majeur désormais du cyclisme et de l'Espagne. C'est-à-dire que si ASO décide d'abandonner la Vuelta, ils peuvent le faire, hein, en se disant là on n'est même plus soutenu par le gouvernement espagnol, c'est une galère sans fond. Je suis pas sûr qu'on ait encore un Tour d'Espagne après l'abandon par ASO et un Tour de Catalogne. Ce qui serait terrible pour le cyclisme espagnol. Ce genre de situation. Le perdant aussi, c'est l'organisateur qui a voulu aller jusqu'au bout à Madrid. Ça, je pense que ça a été l'erreur. Autant, je vous ai dit, j'ai plutôt soutenu les organisateurs, j'ai pas soutenu l'UCI, j'ai pas soutenu le syndicat des coureurs, par exemple. J'ai soutenu l'organisateur. Parce que, encore une fois, j'ai dit, la situation, ils ont été lâchés de partout, ça a été extrêmement compliqué pour eux. Même si pour moi l'UCI aurait dû annuler la course après l'étape numéro 16, parce que pour moi on ne pouvait pas continuer dans ces conditions là et qu'on avait perdu le côté fête de la course. Après peut-être que ça coûtait tellement cher à ASO que ça aurait été encore plus une catastrophe. Moi je ne suis pas si sûr que ça. On a été au bout, ok, mais à quel prix? À quel prix on a été jusqu'à Madrid? Il a fallu quand même raccourcir 2 étapes, faire une arrivée à huis clos du côté de l'étape de samedi et annuler les podiums, c'est-à-dire qu'on a monté des podiums, on a monté des barrières publicitaires, on a fait venir des VIP, là aussi j'en ai pas parlé, mais les VIP la dernière étape, va falloir leur rembourser les places. On a fait venir beaucoup de monde alors qu'on savait qu'il y avait 95% de chances que l'étape n'arrive pas au bout. Là, je pense qu'on a fait une erreur. On aurait mieux fait de dire, je pense, à 2-3 jours de l'arrivée, l'étape de Madrid, on va la considérer pas comme une 21e étape, mais comme un critérium. Le Tour d'Espagne s'arrêtera en haut de l'étape de la Bola del Mundo, samedi. Le dimanche, on fait une sorte de grand critérium, mais en gros, le classement est figé. Les podiums, on les fait le matin et pas le soir. Et voilà, on modifie certaines choses du côté Et les coureurs qui n'ont pas envie de faire cette dernière étape, ils ont le droit de ne pas la faire à partir du moment où ils auront fait le podium de départ. Et voilà. Parce que comme ça, on aurait pu avoir un vrai podium pour Vingegaard et Pedersen. Déjà. On aurait eu quand même une dernière étape, même si ça avait été un critérium, qu'il n'y aurait pas eu de points UCI par exemple. Mais comme la dernière étape aurait été annulée, ou on ne pouvait pas aller jusqu'au bout, ça aurait été moins un problème au niveau de la course. Là, c'est vrai que ça pose un problème. Alors heureusement, au niveau des points UCI, je dirais que pour l'an prochain, bon, à part Cofidis ou Loix, je dirais que pour les autres formations, les choses sont faites quand même, hein. Il y aura peu de possibilités de faire autrement. Mais quand même, là, je pense qu'on a fait une erreur à vouloir aller à tout prix au bout de la course,
parce que oui, peut-être qu'en termes d'image, c'était important d'aller jusqu'à Madrid, mais on savait que ça serait pas possible. On savait aussi que potentiellement, on aurait un regroupement d'activistes, parce que je suis pas sûr que tous les gens qui étaient à Madrid étaient forcément des gens espagnols. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de regroupement d'activistes ensemble qui voulaient à tout prix bloquer la course. On a mobilisé énormément de forces de police, c'est peut-être pour ça que la veille on a eu des petits soucis du côté de Madrid avec des blessés. Il y a eu une explosion à Madrid la veille. Je pense qu'en plus, vouloir courir à Madrid alors que la veille il y a quand même eu une explosion avec une vingtaine de blessés, pas sûr que c'était l'idée du siècle non plus. Et heureusement, on n'a pas eu genre un attentat terroriste à Barcelone parce qu'on avait rapatrié tous les policiers du côté de Madrid. Ok, on a été au bout, mais à quel prix? Et je pense que là, ça a été l'erreur pour moi de la part de l'organisateur. Après, le perdant, le cyclisme, le perdant, l'organisateur, le perdant, c'est l'Espagne. Alors, on va diviser en deux parties. On va parler de l'Espagne politique, on va dire, et du peuple espagnol. Le perdant, c'est l'Espagne. Pourquoi? Parce que si on avait anticipé du côté de Pedro Sánchez et de ses ministres, si on n'avait pas en fait attendu qu'il y ait les premières manifestations pour intervenir, on aurait pu éviter ce merdier pas possible avec une chose, interdiction de territoire. Si vous interdisez de territoire toute l'équipe Israël Première Tech, c'est-à-dire à la fois tous les coureurs et à la fois tous les membres du staff qui n'ont plus le droit de courir en Espagne, à partir de ce moment-là, l'équipe ne peut pas rentrer sur le territoire espagnol. Donc n'aurait pu participer qu'aux étapes en Italie et en France. Et n'aurait pas pu continuer la course, elle aurait été refoulée à la frontière. Vous allez me dire, oh c'est un peu dur, ça n'est jamais arrivé. Bon. C'est déjà arrivé en fait. Alors pas dans le sport. L'Eurovision. L'une de mes grandes passions. En 2016, l'Ukraine gagne l'Eurovision. À l'époque, la Russie participe toujours à l'Eurovision. En 2017, donc, comme l'Ukraine gagne l'Eurovision, elle organise l'Eurovision 2017. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait déjà eu la Crimée. Donc, en gros, la Russie et l'Ukraine ne s'entendaient déjà pas depuis 2014. Puis même un petit peu avant, on va dire ça comme ça. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'à chaque fois, en gros, que les Russes y présentaient une chanteuse, en gros, ils trouvaient qu'elle avait fait un concert pour la Crimée, ce qui n'était pas très compliqué, en gros. Et à partir du moment où elle avait fait un concert pour la Crimée, bam, interdit de territoire. Donc en gros, la Russie a essayé de présenter au moins 4 ou 5 candidates. En gros, la Russie n'a jamais pu présenter une candidate ou un candidat. Ils avaient tenté une personne handicapée, je me souviens, en se disant peut-être que si on met une personne handicapée, ça va mieux passer, on va avoir de la sympathie pour nous. C'est leur grande période, on essayait de trouver des candidates, soit avec des histoires particulières, soit il est gay, soit voilà, il a un handicap pour se faire bien voir, ce qui n'a jamais véritablement bien marché non plus. Et en gros, ils ont tous été interdits de territoire, la Russie n'a jamais pu participer à l'Eurovision en Ukraine. Donc c'était faisable. Fallait pas sortir de Saint-Cyr, c'est quand même con pour des gens qui sont politiques et qui normalement ont fait beaucoup d'études. Si moi j'ai eu l'idée, je pense pas être un génie, donc normalement c'est qu'eux ils auraient dû avoir l'idée. Ce qui aurait évité le merdier, hein, parce que le merdier il est pas bon. Il est pas bon pour l'Espagne. Moi je ne comprends pas comment on peut se satisfaire d'un merdier pareil, d'un bordel pareil pendant 3 semaines. Donc on aurait pu éviter ce problème-là. Interdiction de territoire. C'est quand même con, hein, qu'il n'y en ait aucun qui ait eu l'idée du côté du gouvernement espagnol. Parce que là, ils disent après coup, alors ils ont attendu qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait un bordel monstre pour dire « Ah bah en fait, il faudrait interdire la participation aux compétitions d'Israël ». Mais vous pouvez le faire vous n'étiez pas obligé d'attendre qu'il y ait des gens qui soient sur le bord de la route pour le faire. Voilà. Donc, vous êtes complètement stupide, alors, du côté des politiques espagnols. Donc je m'aperçois que peut-être les politiques espagnols ne sont pas bien meilleurs que les politiques français. Ça manque un petit peu de réflexion, hein. Alors on réagit avec l'émotion, mais on ne réagit pas trop avec son cerveau. Et alors la réflexion,
C'est pas la priorité de toute cette génération-là de politiques, j'ai l'impression, mais c'est assez terrible. Donc, vous avez cette sortie quand même médiatique de Pedro Sanchez, et aussi vous avez le porte-parole du gouvernement qui a fait une sortie, et le ministre des Affaires étrangères, ou c'était le ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, qui ont fait des sorties, mais qui étaient catastrophiques. Catastrophiques. Quand tu te satisfais de ce qui s'est passé sur le bord de la route, alors que tu as un coureur espagnol de la Movistar qui est tombé à cause de ça, c'est-à-dire un de tes concitoyens qui a été blessé, quand même, dans ces situations-là, et que tu te réjouis de ça, il y a un moment, c'est que ça va pas bien dans ta tête, quand même. C'est qu'il y a les fils qui se touchent. Du côté de Pedro Sanchez. Tu ne peux pas te satisfaire d'un merdier pareil. Parce que là, il n'y a pas d'autre terme. Pendant 3 semaines, enfin 2 semaines et demie, à part les étapes en France et en Italie, ça a été un merdier pas possible en Espagne quand même. Dit que tous les jours, il y avait des problèmes. Comment tu peux te réjouir également, en passant, qu'un événement sportif de cette ampleur, comme la Vuelta, en ampleur quand même au niveau international, ne puisse potentiellement pas aller à son terme, ne puisse pas se dérouler correctement. Comment tu peux montrer aucun soutien à l'organisateur du côté de Pedro Sanchez? Encore une fois, l'organisateur qui n'était pas responsable de la situation, qui n'était pas responsable de l'invitation d'Israël Première Tech. Et avec aussi le fait que comme tu n'es pas interdit de territoire Israël Première Tech, tu l'es laissé dans cette situation-là alors que tu aurais pu l'aider en amont pour éviter ce problème et qu'il se retrouve, on va dire, le cul entre deux chaises. Comment tu ne peux montrer aucun soutien à l'organisateur, à M. Escartine, qui s'est retrouvé dans une merde pas possible à devoir gérer une situation qui était inextricable. Il ne pouvait pas y avoir de bonne solution à la fin. Donc là, il y a un moment, je ne comprends pas comment on ne peut pas donner un soutien à l'organisateur et comment on peut se satisfaire du bordel. Parce que moi, je me dis quand même que c'est très mauvais pour l'image de l'Espagne. C'est très mauvais pour 2 points du côté de l'image de l'Espagne. D'un point de vue, en fait, globalement, sécuritaire. Pourquoi d'un point de vue sécuritaire? Parce que d'un côté, l'Espagne est un pays de tourisme. Quand vous êtes un pays de tourisme, vous devez renvoyer une bonne image. Par exemple, les gilets jaunes, ça n'a pas été bon pour la France au niveau tourisme. Ça nous a coûté cher en tourisme. Parce que beaucoup de gens ont annulé leur voyage, ont annulé leur venue. L'Espagne est un pays de tourisme. De toute façon, l'Espagne aujourd'hui, l'objectif, c'est de dépasser la France au niveau tourisme. C'est ça l'objectif de l'Espagne dans les années à venir. Quand tu es un pays de tourisme, tu dois montrer que tu es OK en termes de sécurité. Donc, en gros, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et tu dois montrer que tu accueilles bien les ressortissants de n'importe quel pays aussi. Or, là, aujourd'hui, je me dis, déjà, les ressortissants israéliens, de toute manière, quand tu es en guerre, normalement, tu pars pas en vacances non plus. Mais je me dis, potentiellement, les juifs du monde entier doivent se dire, mais est-ce que je vais aller en Espagne? Parce que, est-ce que je ne vais pas me retrouver en danger? Potentiellement. Parce que comme beaucoup de ces activistes, parfois, font des rapprochements malheureux entre juifs et Israël, or, c'est pas parce que tu es juif que tu es pour Israël, désolé, mais il y a quand même des grosses différences de ce côté-là. Je me dis, tu vas peut-être pas prendre le risque. Et puis, même des tourismes, si tu es complètement athée et que tu viens d'un n'importe quel autre pays, moi, par exemple, je me dis, est-ce que j'irais voyager en Espagne? Non, si j'avais les moyens, aujourd'hui. Parce que je me dis qu'en termes de sécurité, ce que j'ai vu, ça m'a pas vraiment rassuré, quoi. Je me dis, quand tu vois le niveau de la Guardia Civile, et bon, alors est-ce qu'ils ont fait exprès de ne pas intervenir? Ça c'est aussi l'interrogation
ou est-ce qu'ils sont vraiment mauvais? Mais dans un cas comme dans l'autre, je vais peut-être pas venir. Et je me dis aussi que c'est un vrai problème en termes de sécurité, parce que vu le niveau qu'a montré la Guardia Civil, moi, si j'étais une organisation terroriste, je me dis, oh, il y a des pays, c'est plus compliqué que d'autres. En ce moment, je pense que l'Espagne a démontré que c'était peut-être pas compliqué de foutre la merde en Espagne. Or, le principe du terroriste, c'est de foutre la merde. Donc, bon. Perturber la bonne organisation de l'État, vu qu'une course de cyclisme a bien perturbé le fonctionnement d'un pays, quand même, en termes de sécurité, je me dis que c'est facile. Donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais ça montre des failles au niveau sécurité, et je ne comprends pas comment un Premier ministre peut s'en satisfaire. Comme le Premier ministre, je trouve, a eu un comportement irresponsable dans sa manière de communiquer, bien entendu, ça a donné du grain à moudre à la droite espagnole. Ah, le Parti conservateur est très content. Les partis de droite sont très contents de ce qu'a dit Pedro Sánchez. Parce que forcément, la droite est renforcée par ce qu'a dit Pedro Sánchez. Là, c'est fantastique. Là, c'est incroyable pour eux. Et j'espère que ça ne va pas provoquer une montée de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite n'aime pas trop ce genre de manifestation. Et aime pas trop ce genre de manifestants. Donc, pour les activistes, ça serait pas une bonne nouvelle pour eux. Ça serait là vraiment très contre-productif. Or, je me dis, la sécurité, c'est la priorité de la droite et de l'extrême droite. Donc les gens qui vont être déçus de la manière dont a géré Pedro Sánchez la sécurité sur cet événement-là vont se dire, je vais voter pour la droite, pour l'extrême droite, potentiellement, et ça peut provoquer une montée de la droite et de l'extrême droite. Autre perdant du côté de l'Espagne, là encore, l'incohérence. Vous savez que c'est un truc que j'apprécie pas, c'est l'incohérence dans les décisions. J'en parle avec Israël Première Tech, où d'un côté on a dégagé la Russie, les équipes russes, alors que de l'autre on ne dégage pas Israël Première Tech. Pour moi il y a une incohérence. Mais pour moi il y a une incohérence énorme du côté de la politique de l'Espagne. Ils nous disent d'un côté, donc il ne faut pas que Israël et que tout ce qui est lié à Israël, grosso modo, participe à des événements en Espagne, notamment des événements sportifs. Or déjà, Bahreïn, donc, ça passe crème. C'est-à-dire les équipes qui sont financées par Bahreïn, où le droit de l'homme, c'est pas l'endroit le mieux respecté, notamment, je crois que c'est l'Atlético Madrid, qui est financé par Bahreïn. Là, ça pose aucun problème. Mais encore plus drôle, on va prendre l'exemple que du cyclisme. On se dit, alors dans ce cas-là, comme ils sont très sur les droits de l'homme, la paix dans le monde, et le respect également du droit international, il ne va pas y avoir d'équipe d'Espagne envoyée au championnat du monde au Rwanda. Parce que le Rwanda a décidé de piquer les réserves naturelles du Congo. Donc ça ne correspond pas notamment à l'état d'esprit, normalement, de Pedro Sánchez. Non, il y aura une équipe d'Espagne qui va partir au Rwanda du côté du cyclisme. J'ai l'impression en fait que c'est surtout Israël le problème de l'Espagne en ce moment. Et là, on pourrait croire quand même que c'est un petit peu discriminatoire, pour ne pas utiliser un autre terme que je n'aime pas utiliser. Mais il y a quand même un souci là. C'est-à-dire que si tu es le pays qui est pour les droits de l'homme et pour la paix dans le monde, tu ne vas pas au championnat du monde au Rwanda, tu interdis à l'équipe d'Espagne d'aller au championnat du monde au Rwanda. Or, je rappelle que là, la sélection espagnole est directement liée au ministère des Sports, donc directement liée, au final, au gouvernement espagnol. Et là, ça ne pose aucun problème à Pedro Sánchez. Magique. J'ai l'impression qu'il s'intéresse surtout aux mouvements médiatiques, comme Israël et la Palestine. Par contre, les autres mouvements, ça ne l'intéresse pas. Et puis, je ne suis pas sûr que le roi soit très satisfait de ce qu'il ait vu sur les 3 semaines de course. Parce que je rappelle qu'en Espagne, on a un Premier ministre, on a toujours un roi. Alors certes, c'est un roi qui n'a pas forcément énormément de poids politique, mais quand même, je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié ce qu'il ait vu. Voilà. Donc ça,
il va falloir faire attention. Ça peut vous embarquer dans des gros problèmes de se mettre le roi à dos, même quand vous êtes Premier ministre. On passe désormais au peuple espagnol. Là encore, pour moi, il n'est pas gagnant dans l'histoire, le peuple espagnol. Parce que, comme je disais, pour la politique espagnole, mais le deux poids, deux mesures. Alors, autant on a vu des drapeaux palestiniens, autant le Rwanda, ça passe crème. Autant le Yémen, ça passe crème. Autant la participation des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn en équipe cycliste, ou encore de Astana, ça passe crème. Par contre, alors là, la Palestine-Israël première tech, c'est un problème de grande ampleur. Normalement, quand on est cohérent, n'importe quelle guerre est un problème. Pas seulement entre Israël et la Palestine. Un mort palestinien vaut autant qu'un mort israélien, qu'un mort ukrainien, qu'un mort yéménite, qu'un mort syrien, qu'un mort qatari ces derniers jours. Normalement, il n'y a pas de hiérarchisation des morts. Un mort est un mort, en gros. Donc, il y a un vrai problème de deux poids, deux mesures. Là. Ensuite, on nous dit tout le peuple espagnol a soutenu ce mouvement. Presque. Mais en gros, à Madrid, alors on m'a sorti, il y a plusieurs organismes de presse qui ont sorti le chiffre de 100 000 personnes à Madrid. Le problème de ce chiffre de 100 000 personnes, c'est qu'il n'est pas sourcé. Vous savez que ça, c'est un truc que je n'aime pas, quand les chiffres ne sont pas sourcés. Donc là, il n'y a pas de source. Donc c'est-à-dire que les 100 000 personnes, je ne sais pas si c'est un chiffre de la police espagnole, si c'est un chiffre des activistes, ou si c'est un chiffre de journalistes qui auraient compté sur place. Donc il faut le prendre avec énormément de pincettes. Mais 100 000 personnes sur les autres étapes, on va dire que il y avait peut-être 1000 personnes par jour avec des drapeaux palestiniens. C'était pas non plus 4 millions de personnes qui étaient avec le drapeau palestinien. Moi, excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas la majorité du peuple espagnol. Vous savez, c'est comme la loi du plomb. La loi du plomb, on nous a dit, oui, tout le monde est contre la loi du plomb. Ok, d'accord, je veux bien. Mais 2 millions de personnes sur 40 millions potentiellement d'électeurs en France, ça fait pas grand-chose. Voilà. Faut toujours relativiser en termes de chiffres, comparer, avoir des points de comparaison. Oui, 2 millions en soi, ça a l'air d'être exceptionnel. Oui, mais par rapport à 40 millions d'électeurs, pas non plus un truc grandiose, quoi. C'est pas une marée humaine non plus, en sachant que voter pour une pétition, ça prend 10 secondes, hein. Et oui. Donc là encore, on nous dit c'était presque une marée humaine dans Madrid. 100 000 personnes, c'est pas une marée humaine. C'est beaucoup de monde. Mais c'est pas une marée humaine. Voilà. Et sur les routes de ce Tour d'Espagne, j'ai pas l'impression qu'il y avait à chaque fois 50 000 personnes au même endroit. J'ai surtout l'impression que la police espagnole avait beaucoup de mal à gérer, même des petites grappes de personnes. Et on a vu également que dans certaines régions, je pense notamment du côté de la Cantabrie, il y avait très peu de drapeaux palestiniens quand on est passé en Cantabrie, parce que ça m'a vraiment marqué sur cette étape-là. Du côté de la Catalogne, c'est pas non plus le territoire où on a vu le plus de drapeaux palestiniens. On en a vu beaucoup au Pays Basque, on en a vu beaucoup à Madrid les derniers jours, mais il y a sur d'autres étapes, à Valladolid, il y avait beaucoup de monde aussi avec le drapeau palestinien, il y a d'autres étapes où c'était beaucoup plus discret du côté des drapeaux palestiniens. Donc on nous fait croire que tout le peuple espagnol soutient la Palestine. Je serais plus mesuré là-dessus. Deuxièmement, ce qui me gêne aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on soutient la Palestine, mais je ne suis pas sûr qu'on soutienne la paix. C'est ma grande interrogation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on soutient la Palestine. De toute façon, il y a toujours eu un... Mais déjà, on oublie quand même que la Palestine, dans un premier temps, il y a quand même eu des otages.
Enfin, il y a quand même eu aussi un massacre hein, dans le festival de musique en Israël. Il y a quand même le Hamas hein, du côté de la Palestine. Donc moi, je soutiens surtout la paix entre les deux peuples. Le problème, c'est que pour soutenir la paix entre les deux peuples, au lieu d'avoir que des drapeaux palestiniens, j'aurais aimé avoir des drapeaux des deux pays. Ça soutient la paix. J'aurais aimé avoir sur la route des drapeaux d'un côté israélien, un drapeau palestinien, avec une poignée de main entre les deux. Parce que c'est ça l'objectif, normalement, de ces activistes. C'est la paix. C'est pas juste de soutenir la Palestine. En fait, l'objectif, c'est la paix. Normalement. C'est pas juste de dégager une équipe cycliste. Normalement, c'est la paix, l'objectif. Mais, des fois, j'avais des doutes quand même. Si la paix était vraiment l'objectif de ces personnes-là sur le bord de la route. Ensuite, alors soit ces personnes-là sont naïves, soit ces personnes-là sont un petit peu stupides, n'ont pas bien réfléchi, mais c'est quand même naïf de croire que si l'équipe part, la guerre s'arrête. C'est-à-dire, faut quand même considérer que Netanyahou est complètement con pour croire ça. Enfin, faut être encore plus stupide que Netanyahou, quoi, dans l'idée. Parce qu'il faut être naïf de croire que si l'équipe part, la guerre s'arrête. Bah non. Ça va mettre des coureurs à la rue, parce que tous ne retrouveront pas un contrat. On l'a vu avec Gazprom, notamment, ou avec Minsk Cycling Club. Mais ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi ça ne changera pas grand-chose ? Là, il va falloir expliquer un petit peu la situation Israël-Palestine. Bon, on va revenir sur la guerre le 7 octobre. Donc en gros, le 7 octobre, c'est une déclaration de guerre. Pour moi, c'est pas un acte terroriste parce que, en gros, si c'était un acte terroriste, avec, donc, je sais plus, il y avait 500 Palestiniens ou un truc comme ça, ou 1000 Palestiniens, ça voudrait dire que l'armée palestinienne est composée de genre 40 000 personnes. Non. Je pense qu'on a pris toutes les ressources que l'on avait du côté de la Palestine pour créer cette action, donc qui pour moi est une déclaration de guerre. En gros, l'idée du Hamas, c'était de faire une déclaration de guerre pour prouver déjà que le Hamas était toujours un organisme important, parce que, en gros, le Hamas vit avec l'objectif de provoquer la terreur. Mais si le Hamas ne fait plus peur, c'est un problème à la fois pour tenir le peuple palestinien, mais c'est à la fois un problème face à Israël, parce que la possibilité qu'Israël vous envahisse est forte. Or, on le voit aujourd'hui, mais on sait que c'est très compliqué pour les Palestiniens et pour le Hamas de résister à Israël qui vous envahit. Donc ils se sont dit, on va faire ça. Je pense que ça a été l'idée. On va faire une déclaration de guerre, parce qu'on sait que de toute manière, on a un mec d'extrême droite en face, qui s'appelle Benjamin Netanyahou. Le principe même de l'extrême droite, c'est la sécurité. Marine Le Pen, pourquoi elle dit au revoir les étrangers ? La sécurité. C'est ça l'objectif de l'extrême droite, c'est la sécurité. Voilà, ça a toujours été ce principe-là qui est fort. Or, là, s'ils font un acte terroriste, enfin s'ils font une déclaration de guerre, s'ils font vachement de morts en Israël, ça veut dire que les frontières ne sont pas sûres. Netanyahou était obligé de réagir. Et obligé de réagir violemment. Il savait qu'à partir du moment où Netanyahou allait réagir violemment, ils allaient être victimisés. Ça allait être les victimes de l'histoire, les grands gagnants de l'histoire. Sauf qu'ils avaient oublié un paramètre dans cette affaire-là. C'est qu'à partir du moment où Israël rentre en guerre, Israël rentre en conseil de guerre. Donc il n'y a plus d'élection. Donc Netanyahou ne peut plus dégager. Et en même temps, ça sert Netanyahou, cette situation-là, parce qu'il n'était pas forcément en odeur de sainteté avant ce 7 octobre. Mais là, parce qu'à chaque fois, il était obligé de s'allier, notamment aux ultra-orthodoxes, il était obligé à chaque fois de faire des alliances pour rester Premier ministre. Ou pour redevenir Premier ministre, parce que ça a souvent été ça. Parce qu'il est parti plusieurs fois, revenu plusieurs fois, Netanyahou. Mais à partir de ce moment-là, il ne peut plus être dégagé, Netanyahou. Donc il reste au pouvoir. Netanyahou n'a aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Il sait très bien que le jour où la guerre s'arrête, il est dégagé du pouvoir en Israël. Il ne reviendra plus jamais.
Parce que le 7 octobre, ça a été un échec au niveau sécuritaire pour Israël. Il ne reviendra plus jamais. Et le risque ensuite, c'est d'aller à la haie et d'être condamné à la haie. Donc il doit continuer la guerre. Il doit forcément y avoir une guerre pour qu'il reste au pouvoir. C'est sa seule solution à Netanyahou. Donc croire que si on emmerde un de ses copains, genre Sylvain Adam, ça va arrêter la guerre, mais c'est d'une naïveté énorme. Et croire aussi que oui, mais vous avez vu, le boycott, ça a marché dans l'histoire. Ouais, ça a vachement marché, le boycott dans l'histoire. Hein. Los Angeles 84 et le boycott de l'URSS, c'est vraiment ça qui a permis la chute du mur de Berlin en 89. Ouais, c'est très connu. Le fait d'avoir boycotté l'Afrique du Sud pendant plus de 40 balais, c'est vraiment ça qui a permis la fin de l'apartheid. Bah non. Ça n'a jamais véritablement marché d'ostraciser un pays. Alors ça permet d'avoir une sorte d'entre-soi, de pays qui partageraient les mêmes idées. Ça permet surtout ça. Mais ça n'évite absolument pas les guerres. Et ça n'apporte absolument pas la paix. Pour avoir de la paix, de toute manière, il faut discuter entre deux pays. C'est un peu une obligation. Donc c'est pour ça que je dis que c'est contre-productif, parce que je vais vous dire pourquoi c'est contre-productif. Le fait d'avoir fait ça du côté du peuple espagnol. Pourquoi je dis depuis le départ c'est contre-productif. J'en avais déjà parlé au moment du Tour de France. Mais parce que déjà, pour moi, ça risque de provoquer une montée de l'extrême droite en Espagne. Cette bordélisation de l'Espagne risque de créer une montée de l'extrême droite. Or, l'extrême droite, très régulièrement, soutient Israël, ne soutient pas la Palestine. Il n'y a aucun pays d'extrême droite dans le monde, il n'y a aucun parti d'extrême droite dans le monde qui soutient la Palestine. Donc, à partir du moment où tu provoques la montée de l'extrême droite en Espagne, bah, l'Espagne risque de ne plus soutenir la Palestine, donc ça risque de faire un allié en moins. On risque aussi d'avoir une vengeance d'Israël, qui risque de frapper encore plus fort la Palestine, car ils ne sont pas contents du traitement qui a été fait de leur équipe. Et donc ils se disent, on va mettre encore les bouchées doubles pour essayer de détruire la Palestine. Donc je ne suis pas sûr que ça aide énormément le peuple palestinien. Et puis ça participe au narratif de Netanyahou. Le narratif depuis le départ de Netanyahou, c'est de dire, tout le monde est contre nous. Nous sommes les méchants de l'histoire. Tout le monde est contre nous. Bah, ça confirme qu'il a raison. Donc ça va peut-être renforcer le soutien du peuple israélien à Netanyahou parce qu'a fait le peuple espagnol. Parce qu'en fait, il confirme ce que dit Netanyahou. Tout le monde est contre nous. Tout le monde est contre Israël. C'est le narratif depuis le départ. C'est le même narratif que Poutine, hein, qui dit tout le monde est contre la Russie. Mais en même temps, ce que fait le peuple espagnol là, confirme. Moi, j'aurais préféré d'autres choses de la part du peuple espagnol. Déjà, je vous ai dit, j'aurais préféré voir également des drapeaux israéliens, d'avoir les deux drapeaux voilà, qui s'entremêlent à ce moment-là. Et puis, j'aurais préféré qu'on demande, par exemple, à l'organisateur, qu'on demande aux coureurs, potentiellement, de faire des dons pour les ONG qui manquent cruellement de moyens, qui ont besoin de moyens, alors qui ont du mal, parce que les moyens arrivent, jusqu'en Israël, enfin jusqu'en Palestine, parce que c'est très contrôlé par Israël. Mais j'aurais aimé qu'il y ait des dons pour les ONG. Qu'on fasse des appels aux dons, qu'on ait des pancartes avec des numéros de téléphone, des sites web sur le bord de la route, qu'on marque sur la route des sites web et ce genre de choses pour faire des dons pour les ONG. J'ai pas l'impression que ça ait été fait par les gens sur le bord de la route. Et puis, donc quand je disais que ça participait au narratif de Netanyahou, ça ne change pas l'idée d'Israël dans l'histoire, ça ne change pas l'opinion d'Israël, parce que comme on voit que des drapeaux palestiniens, mais ça fait depuis 40 ans en fait, 50 ans, que Israël est le méchant dans l'affaire face à la Palestine, que Israël est toujours considéré comme le méchant dans l'affaire. Donc ça ne va pas changer leur état d'esprit. Parce que de toute manière aujourd'hui, quand tu vis en Israël,
Soit tu as été matrixé par la communication israélienne, parce que Israël est un pays qui est assez fermé au niveau info, alors, même si Internet est libre d'accès à ce genre de choses, mais tout le monde ne va pas aller sur des sites en dehors des sites israéliens. Tout le monde ne va pas sur des sites étrangers pour avoir une vision du monde différente de celle de son pays. C'est rare les gens qui font ça. Donc Israël, les gens qui habitent en Israël pensent toujours que l'ennemi c'est la Palestine, que le monde est leur ennemi, et notamment le monde arabe. Et de toute manière, donc soit c'est les gens qui vivent depuis très longtemps en Israël, et de toute manière aujourd'hui les gens qui se sont exilés en Israël sont souvent des gens qui sont les plus extrémistes des partisans d'Israël. Donc ils n'aiment pas la Palestine, et ils n'aimeront jamais la Palestine. Donc en gros, que tu dises que Israël c'est le méchant, on leur dit depuis 50 ans, ça les a pas traumatisés, ça les empêche pas de dormir hein, jusqu'à maintenant. Donc pour moi ça changera pas grand chose dans cette affaire. Voilà. On termine avec ce qu'on va pouvoir faire du côté d'Israël. Première tech. Alors comment on va faire du côté d'Israël première tech? Parce que c'est ça qui va être le vrai problème. On a quand même un problème avec Israël. Déjà, première tech. Avant de passer à que faire avec Israël. C'est quand même un perdant aussi dans l'histoire Israël. Parce que on a l'impression que Israël Première Tech est une équipe qui s'en fout absolument de la gêne qu'elle peut engendrer envers les coureurs, envers les organisateurs, envers les autres équipes. Alors, le comportement notamment d'un Darrell Impey, directeur sportif de l'équipe Israël Première Tech, qui a été très désagréable, on va dire, avec Matteo Jorgensen, ça va pas aider à donner une bonne image d'Israël. Or, l'idée de départ quand même de cette équipe, c'était de donner une bonne image d'Israël. C'est un petit peu contre-productif dans l'affaire, là aussi. Et dans l'affaire, on se dit surtout, en gros, on est sur un peuple qui s'en fout complètement. Enfin, comme Israël est, on va dire, l'ambassadeur du peuple israélien. C'est comme ça que cette équipe est vue. Bon, on se dit à la fin, moi je me dis qu'Israël, en fait, c'est un peuple qui s'en fout du merdier qu'il provoque, en gros, et que c'est un peuple qui est têtu. Voilà. Donc j'ai pas non plus envie d'aller en vacances en Israël s'il y avait la paix qui était... si on arrivait à une situation de paix dans les années à venir, parce que je me dis, en gros, Israël, c'est une équipe... c'est des gens qui s'en foutent de la sécurité des autres, qui n'ont aucune considération pour les coureurs, qui n'ont aucune considération pour un organisateur. C'est-à-dire que si la Volta va pas au bout à cause d'eux, ils s'en branlent complètement parce qu'ils auraient pu se retirer en disant oui, on comprend, oui, on n'est pas vraiment apprécié par les autres. Je pense que même ça aurait été une meilleure chose qu'ils se retirent en termes d'image, parce qu'on aurait dit au final, Israël Première Tech, ils ont peut-être été plus lucides que le pays. C'est peut-être en fait ils ont peut-être le nom Israël, mais ils sont peut-être pas forcément comme le pays, ils sont peut-être différents, voilà, ils prennent en compte la considération des organisations internationales, ils sont peut-être plus intelligents que ça, sauf que là au final pas du tout de la part d'Israël. Alors certains diraient aussi que si l'équipe n'avait pas été au bout, ça créerait un précédent. Mais de toute manière, il y aura un précédent. À partir de cette Volta, il y aura un précédent dans un sens comme dans l'autre. Malheureusement, il y aura un précédent. Comme l'a très bien dit Michal Katowski dans ses commentaires. Qui a dit le jour où, là aujourd'hui c'est Israël, mais imaginons le jour où une équipe ne veut plus voir Ineos sur le bord de la route parce que Ineos ça leur plaît pas, ils aiment pas les camions. Ils n'aiment pas les 4x4 qui ressemblent à des camions. Les Clash G 2.0. Ça veut dire que si les écolos nous aiment pas, que le peuple nous aime pas, on nous mettra aussi en dehors de la course. Il y a un vrai problème de ce côté-là. Et puis pour Israël Première Tech, ça va être un souci quand même pour le recrutement l'an prochain. Alors ils perdent déjà Recitello, mais qui va vouloir aller chez Israël Première Tech, quoi? Qui va vouloir avoir cette mauvaise image? Ça va être compliqué. Alors, on nous parlait de Binyam Girmay.
Après, en sachant que Binyam Girmay, l'Érythrée et Israël ont un attachement particulier entre ces deux pays. Mais en gros, pour le moment, il n'y a aucune... on n'a vu aucun recrutement, il n'y a aucune rumeur concernant Israël Première Tech. On a plus l'impression d'avoir des rumeurs de coureurs qui veulent partir, des Reggie, Richie Taylor c'est fait, que de coureurs qui veulent arriver dans l'équipe. Sauf que je rappelle que s'ils veulent courir en World Tour, ils doivent être au minimum 27. C'est obligatoire. Donc il va falloir un petit peu se creuser la tête du côté d'Israël Première Tech pour être dans les règles et pour être dans les clous. Voilà, donc il va falloir faire attention de ce côté-là. Alors que faire avec Israël Première Tech? Ça c'est la grande interrogation dans les semaines à venir, et que l'interrogation et l'UCI va devoir apporter des réponses. Plusieurs possibilités avec Israël Première Tech. La première possibilité, comme je le disais, ça serait que l'équipe ne respecte pas les règles du World Tour. Les règles du World Tour, que ça soit d'un point de vue économique ou que ça soit d'un point de vue du nombre de concurrents au départ. Ça pourrait être la solution la meilleure pour l'UCI, parce qu'il ne serait pas obligé de faire un règlement ou de changer les choses. Ça serait l'idéal. Bon, je pense que Israël est en capacité d'attirer des coureurs d'équipes de deuxième division pour compléter leur effectif, en sachant, et je rappelle qu'ils ont une équipe de développement également Israël, donc ils pourraient aller faire grimper pas mal de coureurs de l'équipe de deuxième division vers l'équipe de Continental vers l'équipe de première division. Solution, c'est virer l'équipe. Encore une fois, cohérence. La Russie a été dégagée, les équipes russes et bélarusses ont été dégagées. Je considère qu'aujourd'hui, Israël fait des crimes de guerre, ne respecte pas le droit international. On l'a vu, ce qu'ils ont fait du côté du Qatar, ce qui était le cas de la Russie. La Russie n'avait pas respecté le droit international en envahissant l'Ukraine. Aujourd'hui, Israël ne respecte pas le droit international. En empêchant l'aide humanitaire d'arriver en Palestine, en essayant de faire une guerre à la Syrie, en essayant de faire une guerre à l'Iran, en essayant de faire une guerre au Qatar en ce moment. Ils ne respectent pas le droit international. Donc, comme la Russie, aujourd'hui, qui ne respecte pas le droit international. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, on dégage l'équipe. Voilà. Comme on a dégagé les équipes russes ou les équipes bélarusses. Parce qu'elles ne respectaient pas le droit international en entrant sur le territoire ukrainien. En faisant cette déclaration de guerre. Parce que je veux bien qu'on me dise, oui, le Hamas a attaqué en premier. Ok, le Hamas a attaqué en premier. On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que, normalement, l'idée était de récupérer des otages. Pour récupérer les otages, il fallait soit négocier, ce qui est quand même la meilleure solution, je pense, ce qui a été fait au départ, mais il fallait, en détruisant les 3/4 de la Palestine, de toute manière, on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'otages, c'est des cadavres. À part un miracle, maintenant, il faut allumer presque des cierges. Donc on sait très bien que de toute manière, l'histoire des otages, elle n'existe quasiment plus. On sait que les otages sont tous morts. Soit ils ont été morts par des bombardements israéliens, soit ils ont été tués par le Hamas. Donc, de toute manière, il n'y a plus ce côté-là. S'ils avaient été intelligents, Israël, ils auraient tout fait pour dégager le Hamas, mais pas détruire le peuple palestinien. Là, en faisant ce qu'ils se font aujourd'hui, Israël, ils ne créent pas la paix pour l'avenir. C'est-à-dire, tu crois vraiment que les enfants de 5-6 ans qui se font bombarder tous les jours vont accueillir à bras ouverts les Israéliens quand ils vont arriver? Non, ils voudront les buter. Tu es en train de créer une génération de futurs membres du Hamas. Tu ne crées absolument pas la paix. Ce qui est quand même pas très fut-fut de la part d'Israël. Et ils ne respectent pas le droit international. Donc soit tu vires l'équipe. Première solution. Tu vires l'équipe. Moi, ce qui, je pense, aurait été cohérent, et moi j'aurais dégagé l'équipe. Deuxième solution. On court plus en Espagne.
C'est-à-dire, tu décides de soutenir les équipes, donc tu ne soutiens pas les organisateurs de course. Donc on ne court plus en Espagne. On ne court plus en Espagne, on décide que les courses espagnoles sont interdites du calendrier. De toute manière, comme le cyclisme n'est pas un sport majeur pour Pedro Sanchez, ça ne changera pas grand-chose aux politiques espagnoles. Ça, c'est la deuxième possibilité. C'est triste parce que vous avez des coureurs espagnols, la Movistar par exemple, qui risque de perdre également ses financements. Enfin, ça peut être un problème de ce côté-là. Troisième solution, on autorise les organisateurs à choisir les équipes. Mais là, on se retrouve dans la même situation qu'il y a plus de 20 ans, avant 2005, et la situation que nous avons eue en 2008, avec l'incident du Pro Tour et d'Astana, où ASO ne voulait pas d'Astana au départ pour des raisons de dopage, et donc avait décidé de quitter, d'organiser ses courses sous le giron de la Fédération française de cyclisme et plus de l'UCI, ce qui est arrivé à l'histoire de Paris-Nice 2008, où en gros, l'UCI avait dit aux équipes, si vous participez à Paris-Nice, les équipes de Pro Tour, vous êtes exclus du Pro Tour, et vous n'aurez plus le droit de courir sur les plus grandes courses internationales. Ça n'avait pas marché, et ce qui fait qu'on a dû supprimer le Pro Tour. Voilà, et qu'on s'est retrouvé pendant quelques années à ne plus avoir cette première division, deuxième division, troisième division, et cette montée-descente qui était prévue au départ du côté du Pro Tour. Donc, sinon, c'est d'autoriser les organisateurs à choisir les équipes, comme ce que l'on faisait avant 2005. Avant 2005, vous aviez des groupes sportifs première, deuxième catégorie, troisième catégorie, mais un organisateur, par exemple le Giro, n'était pas obligé de choisir une équipe de première division. C'est pour ça que pendant des années, les équipes françaises, on n'avait quasiment pas de Français au départ du Giro. Parce qu'en gros, il n'y avait aucune équipe française qui était invitée par les organisateurs. C'était les organisateurs qui géraient les listes de départ et qui invitaient des formations. Sinon, on revient à cette possibilité-là. Sauf que ça, c'est contre-productif du côté de la télévision. Pour reprendre une expression que j'ai beaucoup utilisée depuis le début de cette vidéo. Mais ça ne va pas être bon pour les télévisions, parce que les chaînes, si elles savent jamais si elles vont avoir les meilleures équipes au départ, ce qui a été la force du Pro Tour et du World Tour, c'est que pour les chaînes de télévision, c'était beaucoup plus facile de vendre les droits télé pour les organisateurs de courses, parce que les chaînes de télévision savaient qu'à partir du moment où il y avait une course World Tour, tu avais les meilleures équipes du calendrier. Donc, grosso modo, tu pouvais avoir les meilleurs coureurs du peloton. Or, dans ce genre de cas, tu ne sais plus qui tu vas avoir au départ. Par exemple, l'organisateur du Tour de France pourra inviter Saint-Michel Aubert 93, enfin préférence Home Aubert 93, pourrait inviter la Burgos, potentiellement. Troisième idée, on dégrade les courses espagnoles. Traducciones, au lieu que ça soit des courses World Tour, on décide que la Vuelta, le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Basque, la Classica San Sebastián ne soient plus des épreuves World Tour pendant 3 ans, même si techniquement elles sont intégrées au calendrier World Tour qui a été signé il y a quelques semaines auparavant, mais on décide que ces courses-là seront dégradées en Pro Series ou en 2.1, certes, qui va permettre aux organisateurs de choisir les équipes au départ. Inconvénient, et ce qui serait la punition envers les organisateurs et envers l'Espagne aussi, parce que c'est vrai qu'envers les organisateurs, les courants ont quand même été gentils, parce que par rapport à l'étoile de Bessèges, on aurait pu partir bien plus tôt. Pour ceux qui se rappellent, on aurait pu dégager de la course bien plus tôt que comme on l'a fait à l'étoile de Bessèges. Je trouve quand même que les équipes et les coureurs ont bien soutenu l'organisateur aussi. Mais on décide, donc punition pour l'Espagne, les courses donneront moins de points. Alors, ça va pas être un souci pour la Vuelta, parce que même si elle est classée en 2.1 ou en Pro Series, certes, ce sont des courses qui rapportent moins de points, les victoires d'étape rapportent moins de points, mais comme il y a 3 semaines de course, en gros, il y aura suffisamment de points à marquer. Par contre, ça risque d'être un problème, à la fois pour la Classica San Sebastián, parce qu'en étant plus World Tour, eh bien peut-être qu'il y aura moins de monde au départ, même si la Classica San Sebastián a quand même une belle réputation. Ça risque surtout d'être un problème pour le Tour du Pays Basque, parce que cette année, on a eu quand même beaucoup de mal à attirer les stars du peloton, à cause de la chute de l'an dernier,
et qu'on risque de n'avoir personne au départ. Parce que comme c'est une course qui serait Pro Series ou 2.1, c'est les équipes qui doivent demander une participation à la course. Il y a des équipes qui n'ont aucun intérêt à aller autour du Pays Basque. Elles n'ont pas les coureurs PO pour Alpecin, Lotto, préféreraient aller sur d'autres terrains de course. À partir de ce moment-là, le Tour du Pays Basque aurait quand même du mal peut-être à vendre ses droits télé et à avoir une liste de départ potable. Pareil pour le Tour de Catalogne. Alors l'avantage, c'est que le Tour de Catalogne a un emplacement dans le calendrier qui est plutôt intéressant, surtout ces dernières années. Mi-mars est intéressant comme emplacement dans le calendrier. Par contre, ça serait un souci pour le Tour du Pays Basque. Mais je pense que ça serait la solution la moins pire. Parce que ça éviterait, pour l'UCI, ça éviterait de dégager une équipe, comme Israël, même si pour moi, Israël devrait être dégagé. Et ça permet de conserver les courses en Espagne. Par contre, ça veut dire plus de grands départs depuis Barcelone. Ça, c'est finito. Pas possible. Mais, je dirais qu'on limiterait peut-être le risque avec cette solution-là. On verra ce que fera l'UCI, parce que je pense que l'UCI sera obligé d'intervenir dans les semaines à venir. On en reparlera, je pense, malheureusement. Je préférerais parler plus de sportifs que de politique et de géopolitique. Mais je pense qu'on sera obligé d'en reparler. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour du sport, du vrai sport, avec Montréal et avec le Grand Prix de Fourmies. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.